On ne présente pas Shlomo Zand. On ne parle que de lui à Paris cette semaine. Il est passé chez Daniel Mermet. Il est passé chez Tadei, mais vous ne l'avez pas encore vu. Il va même passer à France Culture. Pas chez Finkielkraut, mais... chez Laura Adler. Je dirais peut-être pour lancer un peu le débat que on a l'impression que tu te livres, on va se tutoyer, puisque oui, tu te livres à une escalade. Tu as fait d'abord un livre pour nous dire que le peuple juif a été inventé. Bon, ça a eu du mal à passer, mais c'est passé. Et puis tu as fait un petit détour par Ernest Renan pour justifier sur le fond tes thèses. Pour montrer que je ne suis pas original de tout. Voilà, que tu peux puiser aux meilleures sources françaises. Et puis tu as fait ce second livre, disons, pour démontrer que Eretz Israël, le grand Israël, la terre d'Israël, relève aussi de l'invention, c'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, on n'en trouve pas trace dans la pensée juive, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse. Et maintenant, c'est pire, j'allais dire, tu aggraves ton cas, tu rends ta carte. Mais rendre sa carte du Parti Socialiste, je dis au hasard, j'aurais pu dire du Parti Communiste, ça on comprend que c'est possible et c'est assez simple. Mais rendre sa carte du fait d'être juif, c'est un peu plus mystérieux. Donc ce que je propose, parce que sinon l'expérience des débats avec toi, c'est qu'on peut partir dans tous les sens. Donc je propose que toi d'abord tu nous expliques un peu la démarche, et puis ensuite qu'on ait un dialogue avec qui voudra dialoguer avec toi. Tu ne manges personne en principe, donc il n'y a pas de problème, on peut avoir un dialogue tout à fait civilisé. Voilà, donc pourquoi cette escalade? Je te remercie beaucoup. On se connaît de longue date et je suis sûr que tu étais très surprise avec le dernier livre. Donc, le cheminement vers le dernier livre a commencé avec le premier Rocky, c'est-à-dire comment le peuple juif est orienté, qui est démarré avec une pensée simple, qu'est-ce que c'est un peuple, pourquoi on dit peuple juif, etc. Vous comprenez, hein? Et j'arrivais à une conclusion historique, etc., que un peuple juif, dans le sens moderne peuple, est faux. Si on ne croit pas au peuple race, j'espère que vous, comme de bons Français républicains, vous ne croyez pas au peuple race. Ok? Donc j'ai écrit le premier livre pour décomposer l'idée essentialiste d'une ethnie qui a erré 2000 ans jusqu'à qu'il a trouvé justement le refuge en Palestine. Et quand j'étais accusé avec le premier livre, que mon but était de détacher les liens profonds des Juifs à leur terre, à leur patrie, j'étais accusé par beaucoup de pro-sionistes. J'ai décidé, et c'est très intéressant que je n'ai pas pensé en début, je n'ai pas écrit le premier livre pour montrer que les Juifs n'ont pas un droit historique sur la terre. C'était tellement évident pour moi qu'ils n'ont pas un droit historique que je n'ai pas pris la peine dans le premier livre d'écrire sur ça. Le but était de décomposer l'idée que les Juifs, c'est un peuple race. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je m'excuse avec cette langue française d'indigène ici qui m'attire, mais j'essaie de faire le maximum pour être clair, ok? Et j'aime beaucoup les langues des indigènes parisiens. Bon, pour dire, donc j'écris le deuxième livre justement pour montrer que les Juifs n'ont pas jamais eu une patrie, comme les autres religions n'ont pas eu de patrie. L'islam n'a pas une patrie, le christianisme n'a pas une patrie, et le judaïsme n'a pas eu de patrie. J'ai essayé de montrer ça dans le deuxième livre. Et voilà. Et j'ai aussi montré, comme les Juifs n'étaient pas exilés il y a 2000 ans, ils ne voulaient jamais pas retourner, entre guillemets. Et jusqu'à maintenant, hein, ils ne retournent pas, hélas, si vous voulez. Parce que je voudrais que Woody Allen émigre comme une partie des peuples juifs à Tel Aviv. Hein, ça pourrait être très très marrant. Les blagues à ce moment-là, mais lui il ne parle pas mon langue,
Ces blagues sont différentes, etc. Donc, pas peuple, pas terre, pas patrie. Donc, pourquoi j'ai écrit le troisième, qui, le titre est le plus scandaleux, peut heurter beaucoup de gens qui se définissent comme juifs et n'ont rien à voir avec le sionisme. D'ailleurs, mon traducteur, par exemple. Oui, il est ici, Michel Willis, qui continuait que se considérait comme un bon juif parisien. Mais pourquoi j'ai écrit ce troisième livre, que je savais que je vais gagner un peu plus des ennemis, surtout à Paris, hein? Bon. J'essaye de faire clair et très court, parce que, et d'ailleurs, si je vais parler encore 25 minutes ou 20 minutes, toi, tu as toujours le droit de m'intervenir, me couper, d'accord? Pas de problème. T'inquiète pas. Ok. Donc, pourquoi ce troisième livre avec ce titre? Ce n'est pas une provocation, je peux vous assurer. C'est plutôt un cri de douleur, un mal à l'aise profond qui s'exprime dans les titres. Mais ce n'est pas une provocation de tout. Je suis sérieux. D'ailleurs, j'ai signé il y a quelques années, avec beaucoup d'autres, une plainte, c'est-à-dire que nous voulons changer dans les cartes d'identité et dans le registre de la ministère de l'Intérieur, changer notre nationalité. Vous savez que c'est écrit nationalité juive, nationalité arabe, ou nationalité russe, ou nationalité hongroise, ou nationalité beaucoup russe, et autres nationalités, même est-allemand, jusqu'à maintenant. Ceux qui sont nés à Leipzig avant 89. Hein. Donc on a fait une pétition pour demander de changer pour une nationalité israélienne. C'est arrivé jusqu'à la Cour suprême et c'était refusé. Donc, si vous voulez, les premières raisons que j'ai écrit ce livre étaient parce que je crois, comme un démocrate républicain, je ne peux pas continuer à me considérer juif comme citoyen israélien. Et pourquoi? Parce que c'est imposé sur moi une nationalité que je ne reconnais pas du tout. Je ne crois pas qu'il y ait une nation juive. Et deuxième chose, c'est pas seulement qu'on me force de me définir dans le cadre d'identité comme juif, en plus, je sais très bien, et je suis sûr qu'une partie de vous le sait aussi, qu'être juif dans l'État israélien, c'est être un citoyen privilégié. C'est la première raison. C'est des années que je sais ça. Qu'être juif, citoyen juif, israélien juif, en Israël, c'est être une personne privilégiée, appartenir même à une caste. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël n'est pas une vraie république qui se définit que c'est un État démocratique de ses citoyens. Vous comprenez ça? Je crois que comme Français, ce sera presque naturel pour vous de comprendre qu'Israël ne peut pas être une vraie démocratie tant qu'il ne se définit pas l'État de ses citoyens. Vous êtes d'accord ou non? Comme républicains français, socialisants, communisants, je ne sais pas quoi, libéraux même. Non, non, c'est clair. Un État doit appartenir à tous ses citoyens. Et voilà, l'État d'Israël se définit comme État juif, État des Juifs, et c'est ça grave les dernières 10 ans. C'est-à-dire, plus en plus, il y a des lois qui soulignent le fait que l'État est juif. Tout ça est basé sur un bluff. Parce que c'est... Et je voudrais corriger une idée répandue qui définit l'État d'Israël comme État théocratique. Pas du tout. Israël, ce n'est pas... Bon, il n'y a pas une séparation de la religion des nations et des États, mais ce n'est pas le problème. L'État n'est pas théocratique parce que c'est des laïcs qui ont fixé des lois, qui ont emprunté de la religion des lois pour imposer à garder une certaine ethnie pure. Vous savez, les lois de mariage étaient données par Ben Gurion au rabbin, pas parce que lui, il était croyant, orthodoxe ou quelque chose, parce qu'il ne savait pas comment définir juif. Et il a eu peur aussi, comme le sionisme dès le début a hérité ça du judaïsme, d'essayer d'empêcher les juifs de se marier avec des non-juifs. Raconte un peu les deux chariots.
Oui, dans les livres, j'apporte ça, c'est-à-dire Ben-Gurion qui était un homme profondément laïque. D'ailleurs, je crois que le sionisme, comme, comment dire, un acte historique, a pu se réaliser, surgir et réaliser à cause de la laïcité. Et dans mon deuxième livre, j'ai même défini le sionisme comme une révolte contre le judaïsme. Et que ce sera clair, qu'il n'y aura pas aucun débat. Le sionisme, c'est une révolte contre le judaïsme historique. Revenir maintenant avec l'histoire de Chariot, si vous voulez, que Ben-Gurion, en 1952, a senti le besoin d'aller discuter avec les chefs de l'orthodoxie à cette époque israélienne, juif en Israël, pas israélien. Chazon Ish, s'appelle ce grand rabbin orthodoxe, il n'était pas sioniste d'ailleurs. Il ne voulait pas attendre le concept État juif, pour lui c'était une horreur. Combiner État avec les concepts juifs, pour l'orthodoxie, c'était, comment dire, terrible. Mais on arrive chez Chazon Ish pour l'essayer de convaincre, avoir de bons rapports avec l'État sioniste, israélien. Donc il voulait montrer que le sionisme réalise une ancienne rêve, si vous voulez, juif, de retourner à la terre, etc. Chazon Ish, comme il n'était pas sioniste, c'était clair pour lui qu'on ne peut pas avoir un État juif tant que le Messie n'arrive pas. Ça, c'est le judaïsme. La refuse l'idée que le Messie est arrivé. C'est la raison qu'il n'était pas chrétien. Le christianisme, c'est justement le judaïsme avec le Messie. Si vous voulez, pour faire court. Hein? Le judaïsme, c'est un refus d'accepter le Messie. Et c'est la raison que le judaïsme n'est pas sioniste. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bizarre un peu que je dise ça. Parce qu'un État, c'est défini comme juif. À tout moment, Ben-Gurion arrive et essaie de convaincre, regardez, on colonise la terre, on fait plein de bonnes choses pour les Juifs. Et le Chazon Ish le regardait, il a cité le Talmud, il a dit, vous savez, bon, le Talmud c'est 2 chameaux, mais il a dit, il y a 2 chariots. Un chariot plein et un chariot vide. Quand ils arrivent à l'apogée d'une colline, qui doit laisser l'autre passer? Le chariot vide doit laisser passer les chariots pleins. Nous, le judaïsme, c'est un chariot plein, du point de vue culturel, foi, religion, histoire. Vous, le sionisme, vous êtes un chariot vide. Il n'y a pas une culture juive, laïque. Il n'y a pas. Même si Père Lévy et Figueroa croient qu'ils sont intellectuels juifs, ils sont intellectuels français, et même très très parisiens, pas juifs. Vous comprenez? Il n'y a pas une culture juive laïque. Et Chazon Ish dit, c'est un chariot vide. Laisse-nous passer, respecte-nous. Et Ben-Gurion a pris ça. L'histoire d'Israël, c'est une histoire de ce mouvement national qui a besoin toujours les critères religieux pour se définir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de constitution. Hein? C'est une des raisons qu'il n'y a pas de constitution, parce qu'on ne peut pas définir qui est juif. Laïque, religieux, pas de problème, hein? Il n'y a pas ici. Non, parce qu'il y a des signes pour un vrai juif. Maintenant, dans ce débat, parce qu'il y avait beaucoup de respect de la part de Ben-Gurion, vous devez savoir, en Israël, on insiste que l'État est juif, on insiste. Une petite erreur a fait Chazon Ish. Et c'est ça le sous-titre de mon livre. Vous avez vu, j'ai l'intitulé Un regard israélien. Donc Chazon Ish n'a pas, en 1952, il n'a pas vu que le sionisme a créé un nouveau peuple. Que le sionisme a créé une nouvelle nation que jusqu'à maintenant ne veut pas les reconnaître. Il y a pour le sionisme une nation juive, que lui il est le mot, et il n'y a pas une nation israélienne qui inclut les habitants qui habitent là-bas. Vous comprenez ça ou non? D'ailleurs, le sionisme a créé 2 peuples. Parce que moi, comme historien, je crois que le peuple palestinien, la nation aujourd'hui palestinienne, était créée aussi par la colonisation sioniste. Même s'il y a des Palestiniens qui ne vont pas accepter. Comme le sionisme, c'est un fruit de judophobie de l'Europe de l'Est,
le peuple palestinien, la nation palestinienne, c'est un produit des colonisations sionistes. Mais hélas, Israël, en vérité, ne veut pas reconnaître ni l'un ni l'autre. Revenir sur la question, pourquoi je ne suis pas juif? Parce que je ne crois pas qu'il y a une culture juive laïque. Je crois qu'il y a une culture israélienne que Razonich n'a pas compris. Vous êtes d'accord qu'il y a un théâtre israélien, il n'y a pas un théâtre juif. Il y a un cinéma israélien, il n'y a pas un cinéma juif. Il y a une littérature israélienne, il n'y a pas aujourd'hui une littérature juive. Il y a une littérature américaine, par exemple, avec un background, une base des yiddish. Mais il n'y a pas une littérature juive aujourd'hui. Les films de Woody Allen, c'est des films américains avec un background des peuples yiddish, de cette humeur yiddish, vous savez, cette culture de l'Europe de l'Est. Mais il n'y a pas de littérature. Mais il y a une littérature israélienne. Il y a un peuple, il y a une nation israélienne. Oh, vous pouvez dire une nation de merde, peu importe. Ça existe. Vous comprenez ça? Je ne sais pas combien de temps. Donc la raison que j'écris ça, c'est premièrement que j'ai compris qu'il n'y a pas une culture juive laïque. Par contre, il y a une identité juive laïque. Comment? Parce qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs. C'est déjà. Je nie pas à personne son identité. Je ne nie pas aux juifs laïcs de rester juifs. Sauf une chose importante. Eux, ils ne me laissent pas de ne pas être juif. Parce que les gens, dès que je dis que j'ai écrit un petit livre sur comment je démissionnais, immédiatement, ils me regardaient et commençaient à rigoler. C'est pas possible. Si j'aurais écrit comment je cessais d'être israélien, c'était plus normal. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a rigolé. Mais ça doit être le contraire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez rigolé, comme Depardieu a décidé de ne pas être français. Mais c'est aussi une blague. Je ne suis pas juif parce que je ne voulais pas être un citoyen israélien privilégié. C'est une caste qui domine. L'État appartient aux juifs. Et après des lois constitutionnelles d'aujourd'hui, et plus en plus, cet État appartient à Dominique plus qu'à mes élèves palestino-israéliens qui parlent hébreu parfaitement, beaucoup mieux que lui, qui vit là-bas, qui travaille là-bas. Vous comprenez cette absurdité que je voulais me révolter? Mais pour être franc, ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire cette mal à l'aise profond. Il y a deux autres mobiles motivations, de raisons de ne pas définir juif. Première, comme historien, je suis arrivé à une conclusion que dans le monde occidental, l'antisémitisme public, c'est-à-dire la judophobie, je préfère le mot judophobie au antisémitisme, parce que vous savez très bien que les sémites n'existent pas. Et le mot antisémite était inventé par des judophobes antisémites dans le 19e siècle. Il y a encore des raisons que je préfère la judophobie, mais je vais autoriser aussi l'antisémitisme pour contacter avec vous. Donc je crois que l'antisémitisme politique, public, dans le monde occidental, a reculé d'une façon très significative. Bien sûr, toujours il y a un antisémitisme, dans les mauvaises fréquentations des salons et à cimetières, etc. Oui. Mais il n'y a pas un antisémitisme public, politique dans le monde occidental. Il faut comprendre ça. Et tout le monde est pro-sioniste, l'État d'Israël aujourd'hui, il y a un titre dans les journaux. Ah, il y a l'antisémitisme en Belgique. Il y a toujours. Parce que c'est longue cette histoire de judophobie. Ça remonte à toute l'histoire du christianisme. J'essaie de faire ça clair. C'était facile de prendre les juifs autrefois pour les mettre en centre de cette christianisation des nations en Europe. On a eu besoin des Juifs. Ce besoin est terminé. C'est-à-dire, on a arrivé à constituer des nations, on arrivait et maintenant on est en train, on essaye, c'est difficile de cristalliser l'Europe. Et voilà le nouveau ennemi intérieur dangereux, et cette fois ce n'est pas les Juifs.
Vous savez qu'en France, il y a un blague qui dit que toujours la France est en retard d'une guerre. Vous connaissez ça? Oui. Je crois aussi que la France est toujours en retard d'une victime. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour cristalliser une conscience, une identité européenne, on a besoin d'Arabes, les migrés, les musulmans, etc. Et c'est la raison que l'islamophobie en Europe est toujours publique et politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un antisémitisme. Mais ce n'est pas cet antisémitisme dans ce siècle 1850-1950 qui était vraiment, vraiment important. Il y a d'ailleurs des judophobies pervers dans le monde islamique nationaliste nouveau. Ça, il faut comprendre. Il faut lire les journaux dans le monde islamique et voir ça. Mais je ne crois pas que la judophobie est politique et importante dans le monde occidental. Même que le conflit israélo-palestinien essaie toujours de nourrir cette haine. Tu sais, on vient de voir à la télévision, pour ceux qui l'ont vu, une soirée consacrée à Édouard Drummond, oui, et à la France juive. Oui. Quand on écoutait les discours de Drummond à l'Assemblée nationale, depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, on se dit évidemment, on n'est plus dans cet antisémitisme-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut apprendre un peu l'histoire pour savoir qu'est-ce que c'était la judophobie en France, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et même après, disons. Même après, disons. Parce qu'il y a une génération qui n'a pas disparu immédiatement. De toute façon, une des raisons que j'ai déclarées, et j'essaie d'insister, que j'ai toujours me défini comme juif. Après, il y a Ehrenburg qui a dit, tant qu'il reste une dernière antisémite sur la planète, je suis juif. Toujours, je utilisais ça. Même à l'époque où j'étais gauchiste, j'ai toujours dit, je suis juif. Mais pas aujourd'hui. J'arrivais à une conclusion que l'État d'Israël profite, d'un point de vue politique, de cette identité. La majorité des gens qui se définissent comme juifs laïcs soutiennent l'État d'Israël. Première vue, c'est naturel. Et Israël profite de ça. Pourquoi ce soutien inconditionnel à la politique militariste israélienne de la part de ceux qui sont juifs laïcs, la plupart, pas le monsieur qui est à côté de moi, ce n'est pas mon ami, c'est parce que l'identité juif laïque est vide au point de vue culturel. Donc on a besoin des axes d'édification. Mauvaise conscience qu'on n'est pas en Israël. Vous comprenez? Donc on soutient la politique. Dans la foulée, on soutient toutes les choses qu'Israël fait. Et un des pouvoirs d'Israël est justement cet axe. D'ailleurs, il y a un deuxième axe très important pour s'identifier juif sur une base culturelle vide, et c'est le Shoah, les choses qu'on appelle Shoah. D'accord? C'est le massacre massif des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux raisons, je m'oppose. Je suis contre cette solidarité immédiate, automatique, des gens qui se définissent comme juifs avec l'État d'Israël. Je souffre de ça comme un citoyen israélien qui est solidaire avec Palestine. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Aussi, être juif à cause de Shoah, s'il y avait un certain sens dans le XXe siècle, moins ou moins dans le XXIe siècle. Et pourquoi? Parce que c'est identifié après un trauma. Éduquer des enfants avec un trauma, c'est toujours mal. C'est toujours pervers. S'identifie avec un trauma dépassé. Vous comprenez? Je voudrais que tout le monde en Europe se souvienne de ce massacre massif des Juifs et des autres innocents. Et moi en Israël. Parce qu'une éducation de cette profonde de cette identité juive est le Shoah, le Shoah, le Shoah, le Shoah. La traduction politique est claire. Hein? On peut faire n'importe quoi à cause de ça. Bon, les raisons que j'ai décidé d'écrire ce livre avec ce titre étaient, si vous voulez savoir, quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans, je crois, à Londres.
j'ai eu un débat avec des audiences très gentilles, antisionistes, mais très très juifs, éclairés, sympathiques. Bon, il y avait aussi des Palestiniens dans la salle qui ne pourraient pas intervenir parce que c'était une discussion entre juifs antisionistes. Et soudain, ça m'a venu une idée. D'ailleurs, le modérateur était un professeur de philosophie de Oxford, très très gentil, qui dit qu'il est d'accord avec mon démarche, etc. Mais lui, il reste juif. Je me souviens, je lui demandais, quelle culture juive vous avez? Il a dit, bon, je ne sais pas. Quelle culture juive vous allez transmettre à vos enfants? Donc il a dit, ouais. Je suis divorcé, mes enfants, c'est des enfants de ma femme qui n'est pas d'origine juive. Il a réglé les problèmes. Mais, à ce moment-là, je vais me poser des questions la première fois dans ma vie. Tout à l'heure, vous avez mentionné, on peut devenir juif religieux. Hein? On peut devenir. Bon, c'est plus difficile de se convertir. Mais il y a aujourd'hui des voies réformistes très faciles en États-Unis. Pas tellement à Paris. On peut devenir chrétien. C'est vrai ou non? Pas trop difficile. On peut devenir musulman. Très très facile. Vous savez, très facile. On dit une phrase et voilà, on se démarre. On s'approche de Dieu. On peut devenir français. Ça c'est un peu difficile, mais toujours il y a l'option. On peut devenir aussi israélien. Si on s'appelle Lévi, Dominique Vidal, etc. C'est très facile hein, de devenir israélien. Mais il y a des arabes israéliens. Voilà. La question s'est surgie. Est-ce qu'on peut devenir un juif laïque si on n'est pas né à une mère juive? Et cette idée, c'est la première fois que j'ai pensé que presque tout le club qui existe autour de moi, je peux entrer. Mais comment on peut entrer à un club de juifs laïcs? Je sais bien, comme un historien, que personne ne voulait pas devenir juif devant Auschwitz. Ça c'est clair ou non? Personne ne voulait pas même devenir juif ici à Paris à l'époque de Vichy. Même si on habitait à Montparnasse. Personne ne voulait pas devenir juif dans l'Empire russe durant le pogrom de la fin du 19e siècle. Mais quelque chose a changé ici. Aujourd'hui. C'est facile d'être juif. On s'affiche comme un médaillon, comme un honneur. Comme ça, on peut profiter des souffrances. Le capital des souffrances dépassées, un peu. Ça me gêne, vous comprenez ça? Moralement, ça me gêne. Et surtout que c'est un club fermé. Moi, comme descendant de juifs, parce que je ne nie pas le fait que je suis d'origine juive, je suis israélien d'origine juive, mon passé est juif, mon présent est israélien, et mon futur, si j'ai un futur, parce que je commence à vieillir, c'est être un homme, c'est-à-dire un homme universel, vous comprenez? Comme horizon. Donc j'ai décidé de ne pas être juif dans la situation actuelle parce que les juifs dans l'histoire ont souffert trop, surtout le 19e siècle, le 20e siècle, de cette club fermée au point de vue des identités. Merci beaucoup. Pour que tout soit clair. Je suis circoncis, oui. Calmez-vous. C'est pas grossier. C'est une information. Oui, mais on n'a pas la preuve. Pas cette heure de jour. La seule composante pour toi de l'identité juive, je ne parle pas israélienne, je ne parle pas juive israélienne, c'est la religion. Si on va au bout de ta démarche. Oui, c'est très important. Dans ce niveau-là, je suis un élève d'Ishaya Leibovitch. Pour lui, le judaïsme, c'est la religion, c'est la tradition, c'est la culture profonde religieuse. Il a dit que ce phénomène des juifs laïcs, est un peu bizarre.
Et voilà, on ne peut pas définir un juif laïque. Il y a des difficultés. L'État d'Israël ne sait pas comment définir. Oui, je crois que je peux me définir quelqu'un d'origine juive. Et d'ailleurs, mes origines, si vous voulez, mais je suis une deuxième génération des laïcs et des athées. Mais quand même, il reste toujours, vous comprenez? Il reste aussi cette histoire douloureuse du XXe siècle. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, vous comprenez? Les juifs sont des gens religieux. Il n'y a pas pour moi, vraiment, d'un point de vue culturel, anthropologique, un juif laïque. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à l'ADN juif. Même j'ai été attaqué sur ce niveau-là, surtout par les Américains. Et il y a un ADN juif. Mon nez n'est pas juif. Il n'y a pas vraiment un nez juif. Non, je ne rigole pas. Je ne peux pas savoir ici qui sont juifs et qui ne sont pas juifs, etc. Mets-toi de profil. Non, c'est pas blague. Je suis devant. C'est marrant. Je suis devant mes classes. En Israël, j'ai des grandes classes. Mais il y a les blondes, les roux, les noirs, même des très très noirs. Et tout ça, c'est croire qu'ils sont des descendants directs des Hébreux anciens. D'autrefois. Et je me regarde et je dis, mais les bêtises humaines n'ont pas de limite. Oui, je ne crois pas un juif biologique, génétique, etc. Je crois que Hitler a eu tort sur toute la ligne, sauf qu'il a gagné un peu. Il a gagné dans le sens qu'il y a des gens. Bon, je comprends les sensibilités juives laïques, je comprends. Mais ce n'est pas une bonne utile, à mon avis, de continuer de se produire culturellement, politiquement, idéologiquement. Les juifs, c'est quelque chose de sérieux. Le judaïsme, c'est la base de la, si vous voulez, la culture occidentale. Une des bases importantes avec la philosophie grecque et la culture grecque de la culture occidentale. Mais il n'y a pas de juifs laïcs dans les... Oui, j'ai accepté longtemps les définitions de Sartre, qui a dit que le regard de l'autre prend part à l'identité. Je suis d'accord d'ailleurs. C'est la raison que je nie pas le fait qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs. Pas de problème. Vous comprenez? Ils ont le droit à cause de cet regard d'autrefois et même d'aujourd'hui. Mais moi, je voudrais... Hein? Ils te définissent toi aussi, au nom de ce regard. Oui, mais il me définit aussi comme antisémite aujourd'hui. Je m'en fous. Non, j'ai arrivé à un stade que je n'accepte pas ça. On me définit comme antisémite, je n'accepte pas. On me définit comme juif parce qu'ils sont essentialistes, en profondeur racistes, et je n'accepte pas ça. Donc je n'accepte pas les regards d'antisémite. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour me définir juif à cause de ce regard pervers d'un antisémite. Le passé, oui, c'est important pour moi. J'ai un passé yiddish. Ma première langue maternelle était yiddish. Vous comprenez? Mais, le minute que j'ai compris que je ne peux pas draguer en yiddish, c'est l'hébreu ma langue maternelle. Ok, c'est une blague. Alors, c'est à vous. Moi j'ai une question. C'est à vous. Je vous en prie. Je voulais vous poser cette question sur l'importance de l'Allemagne pour Israël. Je suis très frappée du fait qu'en Israël, beaucoup de jeunes Israéliens rêvent d'émigrer, pas aux États-Unis, pas en France, en Allemagne, et plus précisément à Berlin ou à Francfort. Et je suis très étonnée de cela parce que la Shoah, c'est grâce à l'Allemagne. Ce n'est pas le peuple arabe qui a été... Non, c'est l'Allemagne nazie. D'accord? Et les choses ont changé. Mais cette fascination que l'Allemagne exerce, et l'autre chose, est-ce que ce n'est pas le concept nazi du racisme qui inspire actuellement le concept, certains concepts israéliens racistes? Bon, j'ai essayé d'être court pour la seule des autres questions. Il y a deux questions que vous avez posées. Oui. Les raisons que mes étudiants vont à Berlin aujourd'hui, parce que c'est une des métropoles les moins chères en Europe. C'est la première raison. Et avec une monnaie solide. On ne sait pas. Oui, c'est chaque jour. Les monnaies. Non, non, c'est pas une blague. La première raison, autrefois c'était Londres, c'était New York, mais vous savez que les jeunesses n'arrivent pas aujourd'hui à vivre dans la grande métropole. C'est fini, hein? Paris va devenir une vraie métropole des vieillards.
Donc je pense à une ville. Bon, vous devez savoir que Berlin, à cause de l'unification de 89, il y a beaucoup de quartiers bon marché. Et le coût de vie est différent. D'ailleurs, c'est en train de changer. Ça, c'est la première raison. Et aussi, l'Allemand donne des bourses très généreuses à mes étudiants, contrairement à la France et au Grande-Bretagne. J'ai des élèves qui ont reçu des bourses, mais c'est très difficile de la part de la France. C'est une crise économique. Et je ne demande pas, hein, trop. D'accord? On a écouté Hollande, on sait qu'on est dans le pétrin ici. Bon, de toute façon, les Allemands, à cause de cette passé, donnent d'une façon très généreuse. Mais avant-hier, il y avait un titre dans le Haaretz à propos de cette immigration. Pas immigration, à propos de cette volonté, désir de devenir européen. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui demandent aujourd'hui la nationalité polonais, hongrois, roumain, bulgare. Non, ils demandent. Ah oui, non, ils demandent, ils vont, ça coûte un peu d'argent, en cas où. Et c'est très intéressant, parce que comme ça, il peut devenir un peu européen. Au cas où quoi Pardon? Au cas où... voilà. Ce n'est une pas attaque contre l'Iran... non, c'est... Vous savez, même les pires racistes en Israël, peut-être ils ouvrent la carte le soir, et ils voient où Israël se trouve. C'est facile. Donc, en cas où, mais aussi pour faciliter en Europe. Les voyages en Europe, les études en Europe. Si on est polonais, on peut avoir des autres conditions pour s'inscrire à l'université en France. Est-ce que vous savez ça? Et en Angleterre aussi. Oui. Il y a certaines conditions qu'Israël ne peut pas avoir, un Polonais peut. Donc, soudain, il devient polonais. Soudain, il devient romain. C'est incroyable. Je parle des milliers d'Israéliens qui veulent un passeport européen. Un deuxième passeport. Un deuxième passeport. Bon, ça c'est une deuxième chose. Vous avez posé une question très grave. Est-ce que l'idéologie nazie a influencé l'idéologie sioniste? Non. C'est-à-dire, non. Je ne crois pas, et jamais dans mes écrits, je n'ai pas comparé le sionisme au nazisme, même que c'est une philosophie nationaliste ethnocentrique, même que les colonisations sionistes étaient guidées par une morale intercommunautaire très forte, comme le judaïsme d'ailleurs, mais jamais il n'y avait pas un projet d'extermination en Palestine. Il faut souligner ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura. Mais j'admets aussi que certaines bases, si vous voulez, idéologiques, appartiennent au nazisme, au sionisme, mais aussi à toutes les autres nationalités à l'est de l'Europe. Polonais, Ukrainiens, une nationalité qui était cristallisée sous l'idée d'une ethnie. La sénilité est basée sur appartenance ethnique, vous comprenez? Complètement fictive. Mais c'est faux jusqu'à aujourd'hui, en Ukraine, en Pologne, etc. Moi, en Allemagne. Ce qu'on appelle le nationalisme folkisch. Folkisch. Donc, le sionisme est un nationalisme folkisch et c'est les bases communes avec les choses que ce folkisme est arrivé au XXe siècle en Allemagne. Mais je ne crois pas que toute comparaison entre sionisme et nazisme aide beaucoup aux sionistes. Politiquement, vous comprenez ça? Parce qu'immédiatement, au profit, il n'y avait pas un projet d'extermination. Et il ne veut pas faire des camps de concentration pour les Palestiniens. Il suffit de faire des réserves indiennes. Vous comprenez, comme on a fait en Gaza, et les projets pour la Cisjordanie, l'imaginaire politique territorial de Bibi Netanyahu, comme il parle sur 2 États, il pense à une autre réserve amicale dans les territoires occupés. Vous comprenez? Les réserves, oui, mais pas des camps d'extermination. Est-ce que vous comprenez ça? Non, parce qu'il n'y a pas un projet d'extermination. Attendez, parce que c'est... Plusieurs massacres. Pardon? Non, mais Des massacres. on vous entend pas. Si on n'entend pas au fond de la Un salle. micro, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Vous avez le droit. parce que
comment vous expliquez les massacres commis par les Israéliens? On ne parle pas de Deir Yassin, Tantoura, plusieurs. Moi, je croyais, je suis palestinienne, je croyais que c'était un seul massacre, c'était Deir Yassin. Et puis j'ai quitté Paris pour aller connaître mon pays que je n'ai pas connu. Alors on m'a dit qu'il y avait plusieurs massacres. Et comment vous expliquez ça? Peut-être ce n'est pas exactement extermination, mais comment vous expliquez que les Palestiniens n'ont pas le droit de rentrer chez eux? Maintenant, vous avez mêlé deux choses complètement différentes. Extermination, ce n'est pas expulsion. Les colonisations sionistes a expulsé et continué à pousser une autre population, peuple, nation, comme vous voulez. Mais vous avez demandé comment le massacre? Comment les armées françaises républicaines ont massacré à peu près 1 million des Algériens musulmans? Comment les Américains ont massacré des Vietnamiens sans hésitation? Je peux continuer d'ailleurs, si vous voulez. Les Belges, pas seulement les Français, les Américains. L'histoire, c'est-à-dire si toujours je parle sur l'extermination nazie des gens innocents, surtout des Juifs, mais pas seulement des Juifs, et dans le livre j'insiste, je n'oublie pas les deux autres grands crimes du XXe siècle, ou de la modernité, si vous voulez, le colonialisme et le stalinisme. Vous comprenez? Par rapport, si on essaye de chiffrer, de compter, hein, non, c'est intéressant qu'avec tous les massacres, toutes les méchancetés, et je ne crois pas que le sionisme, sur ce niveau-là, est exceptionnel. Le nazisme est une exception. La colonisation sioniste n'est pas exceptionnelle, sauf une chose exceptionnelle dans cette tragédie palestinienne, que c'est le conflit national le plus long, qu'on ne voit pas la fin. Et surtout, et ça qui me fait la peine, que les bourreaux d'aujourd'hui, là-bas en Palestine, s'excusent tous les jours avec les Shoah. Gagne une capitale symbolique de souffrance d'autrefois. Neutralise les critiques, neutralise l'impression à cause du syndrome de Vichy, ici. Et surtout l'imaginaire biblique, mythique de la culture politique américaine. Vous avez vu comment Obama, le discours d'Obama historique, pour moi c'était terrifiant. Toutes les mythes, toutes les légendes. Lui, qui a parlé sur... On a traversé d'océans pour trouver la liberté. Il a dit ça. Il a comparé les Américains aux Israéliens. Pour moi, c'était vraiment... Et surtout qu'il a mentionné aussi Moïse, après Martin Luther King, et Jésué, comme lui, il est Jésué. Bon, il n'a pas eu le temps de lire la Bible. S'il aurait lu vraiment la Bible, il savait qui est Jésué. Le premier qui a commis, après les légendes, les mythes, d'ailleurs ce n'est pas vrai, un génocide dans l'histoire. Est-ce que vous savez ça? Sinon, vous pouvez lire dans l'internet ce soir la Bible en bon français. Et voir qui étaient les personnages qu'Obama a mentionnés de son discours, grand discours historique, moral, politique, à Jérusalem. Là-bas, vous aviez une question, il faut faire passer le micro parce que sinon... Merci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a beaucoup d'intelligence qui est capable de lire ce que vous dites. Beaucoup de gens, beaucoup d'informations est disponible. Avant, on ne pouvait pas communiquer aussi facilement. Vos idées et vos discours passent. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de l'atteindre intellectuellement. Des gens intelligents. Mais ils ne l'atteignent pas. Ou ils choisissent de ne pas l'atteindre. Comment avancer? Parce qu'on ne parle pas que des gens stupides, il y a des gens intelligents qui sont capables d'appréhender ce que vous dites. Et ils ne le font pas, ils prennent une décision de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire en Israël aujourd'hui? Hélas, je ne suis pas un stratège politique. Vraiment, j'ai essayé de faire, j'ai échoué. Il y a des gens qui ne sont pas des grands politiciens.
comme Hollande, Mélenchon. Non, c'est pas une blague. J'aime écrire, j'aime parler, mais je ne crois pas que je pouvais être. Maintenant, au point de vue de projet politique, oui, c'est ça la question. Je suis toujours très modéré de mes visions politiques. Je ne suis pas modéré dans l'analyse des passés ni l'analyse des présents. Je suis très radical, on ne comprend pas. Et comme Bibi Netanyahu, je suis pour 2 États. Mais contrairement à Bibi Netanyahu et à Amos Oz, je suis pour 2 États, pas parce que je voudrais un État juif. Vous savez, il y a une crainte chez les gros sionistes de l'idée d'un État ensemble. Vous savez ça? Parce que, comme ça, les chers États juifs vont disparaître. C'est Amos Oz. Je n'appartiens pas. Je ne suis pas sioniste. Donc, je suis pour 2 républiques. Pourquoi? C'est simple. Parce que dans le royaume, dans la politique, c'est le royaume des possibles. Je ne crois pas qu'il faut attendre que la société judo-israélienne va accepter le principe de devenir une minorité de leur propre État. La société la plus raciste aujourd'hui dans le monde occidental, c'est la société judo-israélienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Sinon, je peux prouver. L'éducation, les lois, etc. Donc, je ne crois pas qu'il faut attendre, c'est-à-dire bâtir un État binational, il faut avoir le consensus des Israéliens, l'accord des Israéliens. Demander aux Israéliens de vivre dans une minorité sur un État d'Abbas et même d'Ismaël Haniyeh ne peut pas être un projet politique. Je ne pense pas qu'il faut compter sur les volontés de la société judo-israélienne comment vivre. C'est la raison que je suis pour une retraite, une pression de la retraite israélienne sur les frontières de 67. Mais je ne suis pas pour un État juif, je suis pour une république israélienne à côté d'une république palestinienne. Et dès la première minute qu'on peut réaliser ce projet, ça doit être une confédération parce qu'on ne peut pas vivre sans les Arabes au Proche-Orient. J'insiste partout. Vous comprenez? C'est le royaume des possibles. Est-ce que je crois? Non. Je suis très, très pessimiste. Et je dis ça à la fin. On ne peut pas attendre une vraie volonté de compromis historique avec les Palestiniens de la part de la société judo-israélienne. Le preuve, c'est l'élection, les dernières élections. Se déroulait comme une société, une culture politique qui se trouve entre Paris et Bruxelles. Personne n'a pas parlé sur les Palestiniens, sur les fins de conflit. Les Palestiniens ne tirent pas. Vous savez, Descartes a dit, je suis, donc, et je tire, donc je suis, comme ça, il a dit. Non? Je pense. Non, je tire, donc je suis, je tire, donc je suis. C'est pas vrai, non, c'est ça. Hein? Tant qu'ils ont commis cet acte terrible de terreur, c'était une issue qu'il fallait se confronter. Voilà. Aujourd'hui, ils essayent d'organiser une résistance civique et le monde s'en fout. Qu'est-ce que je pense? Je parle devant un public parisien. Je demande à chacun d'eux de faire n'importe quoi pour joindre de cette pression sur Israël de se retirer dans les territoires, dans les frontières de 67. Avec toutes les forces que vous avez, pour aider au peuple palestinien à se débarrasser de l'occupation. Comment concrètement? Comment? Très concrètement. Concrètement, j'accepte n'importe quelle pression sur Israël pour se retirer à la frontière de 67, sauf le terreur des enfants et des femmes. N'importe quelle. Vous pouvez traduire, mais traduire. N'importe quelle pression. Vous comprenez? Concrètement, je vous avais dit, je ne suis pas français. Je ne crois pas que l'Israël aujourd'hui puisse se changer de dedans. Mais une chose, je dis, parce que je ne suis pas fataliste, avec tous mes pessimismes profonds, je ne suis pas fataliste. Et comme je crois connaître la société israélienne actuelle, avec tous ces mythes, tous ces légendes, tout cet ethnocentrisme, tout ce racisme, ce sentiment de propriété sur tout le territoire. Hébron est à nu, parce qu'Abraham est enterré là-bas. Jéricho est à nu, parce que Josué l'a compris autrefois. Donc les mythes existent. C'est la base de
identité judo-israélienne. Mais une chose importante, si vous voulez une petite lumière d'espoir, cette société est matérialiste et hédoniste, très très hédoniste. Ce n'est même pas les sociétés iraniennes. Donc, si demain il y aura un boycott de toutes les plasmes de plus de 21 inches, je crois que les sociétés israéliennes pourraient commencer un autre registre d'identité. Plasme, on dit? Plasme de 21 inches. Plasma, pardon. Des plasmes de TV. C'est une société tellement matérialiste que s'il y aura une pression, une vraie pression de la part d'Europe, vous comprenez? Il ne faut pas renoncer à la plasma 21 inches. Vous comprenez ça? Moi, je suis pour un boycott jusqu'à les 21 inches. Mais plus grave, il ne faut pas supporter. Je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. Bon, ce n'est pas seulement le plasma. C'est les iPhones, c'est les iPods, c'est tous ces choses-là. Les sociétés israéliennes sont très, très dépendantes au point de vue matériel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais ça, c'est votre tâche. Hollande est à vous, pas à moi, non? Non, mais je rigole pas. Bon, je suis pessimiste à cause d'Obama aujourd'hui. J'espérais qu'Obama sera un Carter. J'espérais, comme beaucoup d'entre vous. Chaque jour qui passe, je perds l'espoir. Je préfère Bush le père pour le moment. Je rigole pas. Et avec Hollande aussi, je n'ai pas cru trop. Je ne suis pas déçu parce que je n'ai pas cru de la début. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de recette, je m'excuse. Je dois que chacun de vous, malgré la situation mondiale, malgré cette opinion, malgré les peurs d'être accusé d'antisémitisme, c'est la meilleure arme des sionistes aujourd'hui, il faut continuer à soutenir le peuple palestinien. Avec tous les moyens possibles, sauf le terror. Oui, mais enfin, vous avez quand même... Attendez, madame, on va vous faire passer le micro, si vous voulez. Bon, juste une petite remarque. Prenez le micro, sinon on ne vous entend pas, madame. Il y a des vieilles oreilles ici. Juste une petite remarque tout d'abord, c'est vous avez parlé de réserve indienne, mais d'après moi le terme n'est pas approprié à Gaza. Je crois qu'il faut vraiment parler de ghetto de Gaza. Quand on a 1 600 000 personnes qui pour communiquer avec l'extérieur doivent creuser des tunnels, c'est vraiment un ghetto. Quand 95% de l'eau consommée à Gaza est impropre à la consommation parce que le matériel pour réparer la station d'épuration détruite au moment de plomb durci n'est pas autorisé à entrer, c'est vraiment un ghetto. Bon, je ne dirai pas davantage là-dessus, mais vraiment il ne faut pas avoir peur du terme. Les gens de Gaza vivent dans un ghetto comme des ghettos d'Europe centrale autrefois. Ensuite, par rapport à ce qu'on peut faire ici, donc vous vous invitez à faire le maximum de pression. Et moi, je fais partie de 2 mouvements, le mouvement de solidarité avec la Palestine et aussi des organisations de défense des droits de l'homme. Je peux vous témoigner que c'est extrêmement difficile, je ne vais pas nommer l'organisation, c'était extrêmement difficile de faire avancer le débat. Ici, c'est un lieu de débat, mais il ne faut pas croire que même dans les organisations de défense des droits de l'homme, il y a un débat. En fait, il y a une grande peur du débat, parce que cela suscite des oppositions, parce que cela suscite des conflits, et on en arrive à la situation où c'est vraiment les têtes des organisations qui s'expriment au sujet de la Palestine, et il n'y a pas la possibilité vraiment de leurs adhérents, il n'y a pas de mobilisation, d'animation de leurs adhérents pour participer au mouvement de solidarité. Il y a une très grande peur. Ensuite, et cela se manifeste au niveau du gouvernement. C'est quand même tout à fait étonnant que les Pays-Bas aient introduit l'étiquetage avant la France. C'est vraiment l'attentisme et l'illogisme en ce qui concerne la France. Je peux vous demander de passer le micro. J'ai vu Michel Paul Richard de loin, qui sort un livre
dans quelques jours. J'ai une question simple à poser à Shlomo. Il est plus juif, il a toujours été antisioniste, mais reste israélien et content d'être israélien. Avec le recul du temps, je voudrais savoir si la décision de la partition de la Palestine en 1947 a été une erreur, et si à cette époque, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas non plus rayer Israël de la carte, mais est-ce qu'on n'aura pas pu créer un État binational à l'époque? Donc en gros, est-ce que le plan de partition en novembre 1947 a été une erreur historique? Quelqu'un veut enchaîner une question? Non, donc je vais enchaîner avec ça. Pas de nouveau. Ouais. D'accord? Mais avec les choses qui étaient... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Harold Iman, je suis journaliste à BFM TV et j'ai lu votre premier livre, Comment le peuple juif fut inventé. J'enchaîne. Il y a beaucoup de nations qui ont des naissances un peu énigmatiques. Singapour, le Pakistan, c'est magnifiquement complexe et contradictoire. Je ne suis pas sûr de voir la grosse différence entre le nationalisme pakistanais et le nationalisme israélien, juif. Il y a des castes au-dessus qui se sentent supérieurs, des gens en dessous, il y a des gens qu'on estime être des étrangers dans leur propre pays. Je vois que c'est moins original que vous semblez dire. Enfin, en tout cas, je vous lance le débat, je crois que ça enchaîne. Bon, je vais commencer à répondre. Vous savez, chacun son goût. Si vous voulez vous comparer à Pakistan, vous avez le droit. Moi, j'essaie de vivre dans une société qui se compare à la démocratie libérale. J'espère qu'un jour, le Pakistan va devenir une démocratie libérale de tous ses citoyens, pas seulement les islamiques, les musulmans. Vous comprenez? Donc, vous avez le droit de dire que le sionisme n'est pas original parce qu'il rassemble les pires États sur la planète, au point de vue des politiques identitaires. D'ailleurs, je critique l'Égypte aujourd'hui, qui veut se définir comme une république islamique à cause des Coptes. Vous comprenez? Je suis contre une république islamique, comme je suis contre un État juif. Vous comprenez? Donc le fait de me comparer à des États les plus arriérés sur la planète, surtout, et ça c'est important politiquement, que le monde ne pense pas sur Israël comme il pense sur Pakistan. Et Israël profite de ça. Et c'est la raison que ces dames trouvent difficile cette lutte pour les Palestiniens. Revenir à la ghetto, oui, vous pouvez utiliser. Oui, c'est peu. Mais vous savez, les questions sur le niveau stratégique ou tactique, si vous voulez. Gaza n'est pas un ghetto. Gaza n'est pas une réserve indienne. Donc, si vous voulez l'analogie, on peut l'utiliser politiquement. Si vous pensez que c'est plus utile, je ne crois pas. Et pourquoi ce n'est pas un ghetto? Parce qu'il y a beaucoup de différences. Je peux élargir ça. D'accord? Que ce n'est pas un ghetto parce qu'après le ghetto, c'était des camps de concentration. Et immédiatement, on pense sur ça. Et les ghettos, ce n'est pas une invention des nazis. Il y avait des ghettos de juifs au Moyen-Âge. Vous savez ça? Mais vous avez pensé les ghettos nazis. Et vous pensez que c'est utile? Non. Donc, premièrement, et ça c'est important, j'ai utilisé les réserves indiennes. Est-ce que vous connaissez l'histoire des réserves indiennes? Surtout, cette fait qu'Israël insiste de ne pas laisser les Gaza avoir un contact direct de souveraineté avec le monde extérieur. C'est ça important pour Israël. C'est la raison que je les compare à les réserves indiennes, pas un point de vue de souffrance. Parce que c'est un fruit d'une colonisation, ce n'est pas le cas des ghettos. C'est le cas des réserves indiennes. Les populations blanches ont poussé une population. Les fermés dans les réserves indiennes ne l'ont pas laissé avoir un contact avec le monde extérieur jusqu'à maintenant. C'est la raison. Mais vous avez le droit, je ne m'oppose pas. Si vous voulez comparer à ghetto, pas de problème. Pour les problématiques de lutter pour le peuple palestinien, lutter contre l'occupation à Paris, je les connais très bien. Il y a 1 mois et demi, j'étais à Londres. Le Jewish Chronicle, pour le deuxième livre, pas celui-là, m'a interviewé.
Bon, ils n'ont pas accepté mes idées, mais c'était naturel pour la communauté juive à Londres de me communiquer, de me représenter, de discuter avec moi. Pas à Paris. J'ai été invité à l'Université de Londres. J'ai été invité cette année par l'Université de Columbia et NYU. Je ne crois pas que je peux être invité à l'université parisienne. Non, non, il faut faire clair, hein, la France, ce n'est pas Paris. Je suis invité à Bordeaux, à Amiens, d'accord? Et la semaine prochaine, je vais parler à l'université de Nice. Mais à Paris, c'est délicat. Pourquoi? Tout le monde ici sait. Le rayonnement des CRIF est très très important à Paris, moins sur la Provence relativement. Les journalistes qui m'interviewent me disent ça. Ils prennent un risque aujourd'hui. Il y a ceux qui n'ont pas peur, comme Hermès, comme Tadei, mais les autres, c'est vente, vous savez, j'ai eu le courage de vous inviter à mon émission. Comme ça, ils me disent. On a vécu déjà un mécanisme anticommuniste aux États-Unis. On a vécu un mécanisme stalinien dans l'année 50 ici à Paris. Et aujourd'hui, on vit une sorte de mécanisme juif, ou pro-sioniste plutôt, d'accord? Une sorte, hein? Sans comparer. Voilà, donc je connais très bien. Et je sais que vous avez beaucoup de difficultés. Mais croyez-moi, j'ai aussi beaucoup de difficultés d'être à Tel Aviv et à l'université de Tel Aviv. Bon, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas fastoche. Pour les questions, le troisième était... Partition. Hein? Ah oui, est-ce que c'était horreur? Non, horreur. L'erreur, pardon. Moi, je commence à être fatigué, c'est pas possible. Horreur, oui, c'est une horreur. C'est-à-dire pour les populations en place, 48 est pire que 67. C'est clair ou non? Bon, un point de vue de victime. Les jugements que je peux avoir moral sur les sionistes à 48 ou sur les juifs réfugiés d'Europe, chassés d'Europe qui se trouvaient un refuge en Palestine parce que personne ne voulait pas l'accepter, les jugements sur les bourreaux est différent, 48 et 67. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas parlé de 67, j'ai parlé de 47. Non, non, j'ai dit 47 ou 67. 47, reconnaître un État juif, dans les contextes, ce n'était injustice pour la population en place. Je dis ça dans le deuxième livre clairement. Bâtir un État juif, comme la majorité de la population, double, c'est-à-dire les Arabes en Palestine à cette époque, ils étaient 1 300 000, à peu près, il y a une discussion. La communauté des colons, si vous voulez, juifs sionistes, était à cette époque 630 et 630 000. Ok? C'est injustice. Est-ce que ça pourrait être différemment à 47 avec les décisions de l'ONU? Je ne crois pas. C'est-à-dire, j'accuse le monde occidental qui a jeté les Juifs sur les peuples des Arabes, qui n'ont pas rien fait de mal. Et j'ai toujours, vous savez, toujours je dis, logiquement, au point de vue de justice, c'était plus correct de proposer aux réfugiés juifs, pour mes parents par exemple, surtout que les portes des États-Unis s'est fermées. Vous savez, à partir de 1900, c'est ça les dates de naissance de cet État. 1924, comme les Américains ont décidé de fermer les portes en face des émigrés juifs. C'est ça les dates de naissance d'Israël. Surtout après le génocide nazi. Je peux comprendre, mais j'aurais préféré que l'Europe propose les Sudètes comme État juif. Les Sudètes. Vous étiez aux Sudètes? J'étais né pas loin de là-bas. Donc les Sudètes à 1945 étaient vides. Relativement, parce que les Tchèques ont poussé tous ceux qui ont parlé allemand, nazis et pas nazis, hors des Sudètes. C'était à certains moments, très court, assez vide. Donc, un point de vue justice, proposer aux Juifs cet État merveilleux, avec un climat merveilleux. Vous comprenez? Oui, c'était plus juste. D'ailleurs, quelqu'un a vu que j'ai
proposé comme demi-blague. Et j'ai eu, il y a un mois, une lettre d'un Tchèque qui dit « Est-ce que vraiment vous avez proposé de donner le studio de Juif ?» Il était inquiète. Un physicien en plus, il a écrit ça. Donc j'ai dit non, 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 je ne voulais pas continuer. Non, c'était une blague, je m'excuse et tout ça. Maintenant, c'est important de comprendre. 1945, c'est la vraie tragédie palestinienne. C'est injuste. Mais je comprends dans le contexte historique les faits que beaucoup de gens ont soutenus. Et même j'accepte le terme État juif à cette époque-là à cause de les choses qui sont passées dans la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? Je n'accepte pas aujourd'hui la définition de juif, mais c'était logique à 1945. Vous comprenez? On ne savait pas exactement qui vont être les citoyens. On n'a pas eu un terme israélien. D'ailleurs, on n'a pas eu un terme palestinien à cette époque. La décision d'ONU était pour juifs et arabes. Bon, j'espère un jour, avant de mourir, je verrai une confédération d'une république israélienne et une république palestinienne. Chaque république, confédération, hein, aura des situations qui n'ont pas les mêmes races. C'est-à-dire, il y a une population arabe-israélienne en Israël, oui. J'espère que Mahmoud Abbas, ou je ne sais pas qui va vivre avec cette compromis historique, ils vont garder les colons. Qu'ils ne reviennent pas à Tel Aviv. Vous comprenez? Comme citoyens égaux, hein? Qui ont la même part de l'eau, de terre, etc. Hein? S'ils acceptent d'être des citoyens palestiniens, pourquoi pas, hein? Je ne suis pas raciste. Ok. Voilà. Une très courte. Est-ce que vous pouvez nous parler du tribunal, du rôle du tribunal Russell pour la Palestine? Ah, c'est une des choses les plus positives et les moins efficaces que je connais. Je crois qu'il faut éviter que Shlomo ne soit happé par un débat franco-français. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, madame, je ne crois pas. Je ne crois pas à la superpuissance du CRIF. Je crois au fait que les hommes politiques français croient que le CRIF est puissant. C'est possible. Et c'est pas la même chose. Parce que si vous regardez l'opinion de nos concitoyens, 70% de nos concitoyens sont pour un État palestinien à côté d'Israël. Le problème, c'est la lâcheté, pour parler clair. N'oubliez pas que le candidat Hollande s'était prononcé dans son 59e engagement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Le président l'a oublié. Ça, c'est pas l'effet du CRIF, ça c'est l'effet de ce que pensent Hollande et d'autres de la force du CRIF. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans une forteresse assiégée. Beaucoup de Français nous écoutent, nous entendent. Écoutez, le livre, je ne vais pas dire des secrets, mais enfin, le livre de Shlomo s'est vendu en France à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ça a un sens, ça veut dire qu'il y a une écoute qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Mais je voulais un peu, je suis d'accord complètement. Ce n'est pas un pouvoir réel des CRIF. Sauf que jamais le mécanisme n'était pas vraiment un pouvoir réel. Ni aux États-Unis, ni le stalinisme dans les années 50. C'était les prudences, les indifférences. C'est ça, si quelqu'un est agité, quelqu'un qui a fait un chantage, les gens ont peur d'être accusés comme antisémites. C'est ça les clés. Vous comprenez? La plupart des gens savent que quelque chose immoral est dans l'occupation, c'est-à-dire 45 ans. Un État garde une population sans aucun droit politique, civique, syndical, etc. 50 kilomètres de ma maison. Vous comprenez? Ce n'est pas le cas des Arabes israéliens qui sont complètement différents. Ils sont des citoyens de deuxième degré. Mais dans les territoires, 45 ans. Pas 45 jours, pas 45 semaines, pas 45 mois. Donc je crois que l'effet que les gens comprennent ça est évident. À propos de votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, ne pas avoir peur de l'antisémitisme, d'être accusé d'antisémite.
Si quelqu'un vraiment n'est pas antisémite. C'est important. C'est la raison, entre autres, que je crois que c'est mieux. Et je crois de ne pas l'appeler ghetto, mais une réserve indienne. Entre autres choses. Pour éviter. Et dans les livres, si quelqu'un les lise, après les titres, il voit clairement le fait que je souligne sur les souffrances de autrefois, les persécutions de autrefois, les malheurs de autrefois, longue histoire des Juifs en Europe. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un lit, il voit que je ne peux pas être bête ou pervers comme les antisémites sont. Mais les peurs d'être accusés à cause des Vichy. Parce qu'en Angleterre, c'est différent, complètement différent. Vous savez que le premier livre, comment le peuple juif fut inventé, est arrivé à une shortlist dans une compétition de livres juifs, que le comité juif anglais est derrière. Au début, quand j'ai reçu les lettres, j'étais sûr que c'est un attrape-nigo, quelque chose, me faire une blague. Non, c'était des shortlists. Vous comprenez? À Paris, c'est possible? Comment le peuple juif fut inventé sera une shortlist d'écrits. Vous avez raison, ce n'est pas un pouvoir réel. De tout. C'est d'ailleurs un pouvoir très fragile, temporaire en plus. Je suis sûr. Hein? Fragile et temporaire, surtout à cause du syndrome de Vichy. Donc il faut savoir, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Mais je n'exige pas trop. D'autres questions? Madame, oui. Tout à l'heure, vous nous avez exhorté, ici dans la salle, à faire quelque chose, à agir. Oui. Bon, je fais comme quelques personnes ici, partie de différentes associations pour la défense de la paix dans les territoires palestiniens. Mais dans ces associations, quand il y a des manifestations ou dans des réunions, nous sommes très peu nombreux. Il y a très peu de gens qui s'investissent. Donc, comment exhorter même les gens qui sont ici à agir, à rejoindre les manifestations quand on boycotte? On n'est pas nombreux, on n'est pas du tout nombreux. Pour vous dire une chose, je n'ai pas de recette. Je suis... Dominique a eu raison de dire, au moins en France, il y a un milieu qui sait. Moi, je vis dans des milieux qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir. Vous comprenez? Maintenant, l'édition allemande de cette petite livre, à chaque langue, c'était vendu pour... C'est pas être traduit. Je crois que c'est déjà paru en allemand hier ou aujourd'hui. Je l'ai dédié, chaque place. Ici, je l'ai dédié à la mémoire, le souvenir de Dominique, de Pierre Vidal-Naquet. À Pierre Vidal-Naquet. En Angleterre, je l'ai dédié à la mémoire d'Eric Hobsbawm. Mais pourquoi c'est un rapport avec les choses que vous avez dit? En allemand, langue allemande, j'ai dédié les livres, ces petits livres, à Haro Schulze-Boysen. Bon, la plupart ne savent pas. Qui est Haro Schulze-Boysen? Personne ne sait pas? Non. Moi, j'étais surprise avant-hier, dans un déjeuner avec Régis Debray, était le seul Français qui savait le nom de Haro Schulze-Boysen. Haro Schulze-Boysen était un résistant allemand, qui est devenu aussi un espion pour une des armes, mais il s'est considéré comme résistant à Hitler. Et il a lutté dans la fin des années 30 comme résistant. Il a diffusé des tracts avec un groupe de gens très isolés en Allemagne. À un certain moment, il a décidé d'être un espion pour la Russie, même qu'il n'était pas du tout communiste. Bon, il était pendu avec sa femme à la fin. Et comme il n'était pas communiste, sa place était toujours ambiguë dans les mémoires. Donc j'ai décidé de dédier, même qu'il n'est pas d'origine juive, à Haro Schulze-Boysen. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me sens isolé, faible, je me rappelle que même sous le hitlérisme, il y avait des gens qui ont résisté. Pour vous répondre, oui, la situation est terrible. Mais il faut avoir le courage et la force commune. Et si Haro Schulze-Boysen, en 1940, a pu diffuser des tracts, faire fuir les Juifs vers la Suède, d'ailleurs. Il a sauvé les Juifs de l'Allemagne.
dans des conditions vraiment, vraiment terribles. Qui suis-je moi avec mon résistance? Qui vous êtes avec votre résistance? Vous comprenez? Bon, ce n'est pas efficace pour le moment, mais peut-être ça peut devenir efficace demain. D'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Alors, madame a parlé, donc peut-être monsieur là-bas ou madame, je n'ai pas vu de loin. Oui, je voulais savoir quel était l'accueil de vos livres et de vos idées en Israël. Comment ils sont vendus, comment ils sont accueillis et comment ils sont débattus. Est-ce que vous convainquez les Israéliens? Les derniers livres, malheureusement, à cause de problèmes techniques, va apparaître seulement à la fin du mois. Bon, le premier livre est paru il y a 2008, en hébreu. Je publie en général en hébreu. Et il était une meilleure vente 19 semaines. Le deuxième, 10 semaines. Bon, le troisième, j'imagine 5 semaines. Si je ne sais pas. Bon. Pardon, je ne sais pas. Bon, je voulais dire une chose à propos de ça. Il y a un milieu qui le livre était reçu très bien, surtout des étudiants de jeunesse à Tel Aviv. D'accord? On est minoritaire, mais il y a à Tel Aviv quelque chose de vivace, libéral, démocratique. Si Israël était Tel Aviv, je crois qu'on pourrait arriver à un compromis historique avec les Palestiniens. Pas que Tel Aviv est à gauche ou libéral, mais il y a un milieu très fort. C'est eux qui ont acheté les livres. Maintenant, à l'université, je ne veux pas élargir, ce n'est pas, je suis un paria, c'est-à-dire j'ai transgressé toutes les lois universitaires par l'époque, tout ça. On ne m'aime pas. Je ne suis pas invité actuellement au colloque sur le sujet. Personne ne m'invite pas. On m'invite à New York, à Londres, mais pas à Paris et pas à Tel Aviv. Non, ce n'est pas un blague. Par contre, les médias, par exemple, parce que si on n'est pas une vraie démocratie ou une vraie république, on est une ethnocratie libérale. Les médias, à cause des succès du livre, m'ont invité pas mal. Hein? Surtout que j'ai des élèves, parce que je m'occupais de cinéma, de télévision, donc j'ai des élèves dans l'appareil des médias, vous comprenez, qui m'invitent, qui font n'importe quoi, que j'ai appareil. Donc, si vous voulez, les médias m'ont accueilli avec une grande curiosité. Et pour vous donner un exemple, les éditeurs de Dernier Livre sur la Terre et l'éditeur de cette petite livre, c'est une grande maison d'édition, peut-être le plus grande, le plus agressif, achète, comme achète ici. Et les directeurs de tous les livres, comment dire, les essais, c'est un homme avec une kippa très, très à droite. Et la première fois qu'on s'est vu, je lui ai demandé comment vous voulez publier un livre sur la terre d'Israël, que c'est un mythe. Il dit business c'est business. Ah, ne dis pas que c'est juif. Ne dis pas s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas juif. Non, parce que Marx, Proudhon, tout ça, s'est trompé, croire que la religion juive est une religion d'argent. J'ai souligné ça dans le livre. C'est difficile à donner un tableau, je n'ai pas d'illusion, je ne crois pas que les livres changent le monde. Mais comme je toujours insiste, comme le monde commence à changer, ils cherchent de nouveaux livres. Voilà. D'autres questions? Madame, oui. Ah non, c'est une deuxième tour. Égalité, c'est égalité. On est une république. Non, c'est parce qu'il y a des gens frustrés ici. C'est une question un peu d'ordre général. Je voulais juste savoir, vous connaissez bien la société israélienne. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de son moral? C'est-à-dire, est-ce qu'elle les croit vraiment? Alors, je suis arrivé vraiment tout à la fin de l'intervention. Vous avez déjà peut-être souligné le sujet. Donc, j'en suis désolé. Non, mais croire à son devenir. Croire... est-ce qu'elle ne vit pas non plus au jour le jour? J'ai l'impression que on ne lui propose pas d'horizon, on ne lui propose pas d'avenir. Les hommes politiques, quand ils agissent au nom d'un État européen.
toutes les conventions, les accords de coopération avec l'Europe, Israël est considéré comme un État européen. D'ailleurs, c'est ce qu'il réclame. Si on prend les accords euro-méditerranéens de 1995, Israël a toujours dit « Surtout, je ne m'insère pas dans cet accord méditerranéen, je veux des accords européo-israéliens. » C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, la société israélienne elle-même, est-ce qu'elle n'est pas en train de souffrir de ce manque de perspective, de ce manque de confiance, à peu près, c'est provocateur ce que je vais dire, à peu près comme la société palestinienne pour laquelle on bouche l'horizon, pour une fois, quoi. Bon, je vais être cette fois très court, d'accord, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je crois que vous avez raison, c'est une très bonne question et remarque. Je crois qu'il y a un sentiment profond qu'il n'y a pas vraiment un avenir, comment dire, visible. Mais deux choses à propos de ça, je peux ajouter. Il y a parallèlement une vision que le peuple juif est éternel. Il ne faut pas oublier ça. Ça donne la force. Vous comprenez? Dans l'éducation profonde, on commence à 7 ans à prendre la Bible comme livre laïque sur un peuple éternel, le plus long que les Chinois. Donc, ce n'est pas un avenir, ce n'est pas une perspective politique, je suis complètement d'accord, mais c'est quelque chose mythique d'éternité. Et ça fonctionne pour le moment. Deuxième chose, pas seulement les Palestiniens, pas seulement les Israéliens n'ont pas une perspective d'avenir, une perspective politique d'avenir, vous les Français aussi. Et c'est important aujourd'hui dans le monde occidental qu'il y a moins ou moins d'avenir. Donc, perspective politique. Les capacités de forger une vision de quelque chose qu'on peut réaliser. C'est-à-dire, c'est le monde entier, en début du XXIe siècle, qui souffre beaucoup de cette manque de perspective d'avenir. Avec le recul du communisme, du socialisme et l'utopie, vous comprenez qu'est-ce que c'est arrivé? Quelque chose est devenu assez vide, au point de vue de perspective politique. Ce n'est pas le problème israélien des Palestiniens seulement. C'est aussi un problème ici, profond. Et on dit, et c'est ça, presque une formule que ce matin j'ai écrit ça dans mon nouveau livre. Toujours je pensais qu'il y a moins d'avenir, il y a plus de passé. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a plus d'histoire. L'histoire aussi est en crise. Vous savez ça? Toutes les études historiques sont en crise. À cause que le manque d'avenir. Vous savez que toujours l'histoire a été écrite sous l'angle d'avenir. Est-ce que vous comprenez ça? L'histoire qu'on apprend. Donc, aujourd'hui, on vit dans une culture politique occidentale, et pas seulement occidentale, avec un manque profond d'avenir. Et s'il y a moins d'avenir, pas qu'il y a beaucoup de recherches historiques, il y a plus de mémoire. Mémoire mythique, mémoire tribale, mémoire communautaire. Et ça, c'est dangereux pour notre vécu dans les années prochaines. Merci beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là.